Bonjour tout le monde, il est temps pour nous de voir comment gérer les erreurs en Python et dans cet épisode numéro 13, on va regarder finalement deux manières, une qui va vous servir davantage d'ailleurs par rapport à l'autre, mais on va regarder en termes de syntaxe comment ça se passe, et après vous saurez faire la différence et utiliser les deux de manière adéquate. Au niveau de la gestion des erreurs, on va identifier deux choses. On va avoir d'abord les erreurs, on va dire, lors du développement. D'accord ? Les erreurs du développement, c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs des erreurs irrécupérables. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vraiment pour signaler des bugs. D'accord ? Donc ce sont des erreurs liées au débogage lors de la phase de développement qui concerne donc les développeurs qui vont permettre à ces derniers d'identifier d'éventuels bugs au niveau du programme. Une fois qu'on est en utilisation directe, donc en production, en exécution pour l'utilisateur final, on va parler d'erreurs d'exécution, tout simplement. Les erreurs d'exécution, ça va être par exemple de valider des données utilisateurs, ça va être par exemple gérer les ressources. Admettons que vous voulez enregistrer un fichier et il n'y a plus d'espace sur le disque, et on doit pouvoir gérer ce cas d'erreur, ou alors l'accès à une ressource, on veut se connecter par exemple à un serveur et on n'a pas les bons identifiants ou autre, donc on doit pouvoir gérer ce genre d'erreur-là. Bref, tout ce qui va être lié à l'utilisation même de votre programme final, et non plus là à des bugs directement qu'on va avoir en amont au niveau de notre programme. Pour le langage, et d'ailleurs pour plein d'autres langages, ce serait tout à fait équivalent, on va retrouver plusieurs manières de gérer ça. Le premier cas, et c'est ce qui va être le plus court finalement, lors du développement, on va utiliser ce qu'on appelle des assertions. Les assertions, on va avoir un mot-clé pour le faire, qui va permettre de gérer donc ces erreurs irrécupérables, qui vont servir dans la phase de développement pour tester, si vous voulez, vérifier une condition. Le but, c'est de se dire, à tel endroit du code, je veux vérifier une condition qui, finalement, doit être garantie. Si ce n'est pas le cas, ça va lever une erreur, justement en Python, on va revenir de toute façon dessus juste après dans la seconde partie, et on va pouvoir éventuellement, par exemple, afficher un message, ce qui va servir pour le développeur. Donc ça sert strictement pour la phase de développement, d'accord ? On ne va absolument pas se servir des assertions, par exemple, pour valider des données d'un formulaire ou une saisie d'un utilisateur, surtout pas. Ne faites surtout pas ça, ce n'est pas fait pour ça. Il y a pas mal de gens qui utilisent parfois les assertions pour ça, et il ne faut pas. Donc c'est très important. Prenons un exemple très très simple au niveau des assertions. Donc utiliser un petit exemple voilà, d'assertion, très simple, avec des données brutes. Donc par exemple, j'ai créé une petite fonction pour enregistrer une partie d'un jeu, ok, avec un certain nombre de participants, comme ceci. Et lors de ma phase de développement, comme je teste ceci directement, vous voyez, record party, je veux passer une valeur, et je veux m'assurer que dans mon jeu, dans la mécanique du jeu par la suite, les parties se joueront entre 1 et 10 joueurs, d'accord, inclus. Donc, à l'étape de développement, par rapport au test qu'on est en train d'effectuer ici, puisque vous voyez, c'est une valeur brute que l'on passe, ce n'est pas une valeur issue d'un fichier utilisateur, d'une saisie utilisateur, c'est le développeur qui a noté cette instruction d'appel à la fonction, avec une valeur brute. On veut s'assurer au développement de travailler avec des valeurs qui sont valides. On utilise l'instruction, c'est une instruction, attention, ce n'est pas une fonction, certes, et ici vous allez indiquer ensuite, après l'espace, la condition à vérifier, donc qui doit être respectée. La condition, je l'ai dit, c'est d'avoir finalement un nombre de participants entre 0 et 10 inclus. On pourrait s'arrêter là, on peut compléter avec un message, parce que pour une assertion, on a bien sûr donc la condition à vérifier, ensuite on peut mettre un petit message, par exemple, nombre de participants. Alors je vais mettre plutôt valeur, pour un paramètre, peu importe, voilà, entre 1 et 10. Voilà, quelque chose comme ça. Et sinon après on l'affiche, mais encore une fois, bon là c'est pas tellement utile, puisqu'on n'est pas en train de. On n'est pas sur l'exécution finale. Hein. Mais c'est juste histoire d'avoir quelque chose d'affiché. Voilà, pour avoir un petit peu de code. Donc vous avez compris un peu le principe. Au niveau de l'exécution, je vais tester. D'accord, je suis en train de faire par exemple mes tests, etc. Je teste mon programme. Vous voyez qu'en temps normal, évidemment, on va se rendre compte de rien. L'assertion a quand même été vérifiée, la condition. Et dès lors que là, on a un développeur qui, par mégarde, se met à mettre une valeur qui est invalide, en tout cas qui ici ne valide pas la condition, automatiquement ça soulève. Alors, on va voir par la suite ce qu'on appelle une exception en Python, on va en parler juste après. Donc de type ici assertion error. Et on va pouvoir indiquer voilà, nombre de participants entre 1 et 10. Donc on a le petit message qui est ici. Donc voir que ça n'a pas été respecté, tout simplement. Pourquoi il ne faut absolument pas utiliser ça pour, par exemple, les erreurs d'exécution, validation de données? Déjà parce que ce n'est pas fait pour ça, d'une part. Et ensuite parce que lors d'un programme, on va dire final,
on va généralement faire en sorte de désactiver ces assertions. Comme elles servent normalement que pour la phase de développement, on ne veut pas en fait que pour le programme final, surtout imaginez dans un autre langage par exemple qui serait compilé, eh bien avoir ces instructions-là à traiter et vérifier des conditions qui ne sont pas pertinentes pour le mode, la production, donc en mode production, mais qu'il était en mode développement. Donc généralement, on va exécuter notre programme par exemple de cette manière en Python, avec un "-o" majuscule pour une exécution optimisée qui va désactiver tout simplement les assertions. Et là, vous voyez, je n'ai plus la vérification qui a été faite et pourtant l'inscription de 0 joueur est passée. D'où le fait de ne surtout pas utiliser ça pour valider des données par exemple de l'utilisateur. Parce que vous voyez que là, eh bien, comme ça a été désactivé, on accepte une inscription avec 0 joueur, ce qui n'aurait absolument pas de sens. Donc, parce qu'on n'a pas fait de validation des données en amont comme ça devrait être fait pour ce type d'erreur, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc retenez, c'est un seul mot-clé, voilà, c'est une instruction à serve avec une condition à vérifier, la petite virgule si vous voulez mettre un message ensuite à afficher, et c'est à faire pour la phase de développement pour les erreurs dites irrécupérables, c'est-à-dire que là en gros c'est pour signaler au développeur, tu as fait une erreur, donc on peut pas, voilà, il n'y a pas à traiter le cas, en fait c'est toi qui dois changer ton code, parce que c'est pas bon, tu as passé ici en argument une valeur qui n'est pas valide, qu'on n'accepte pas, qui n'est pas logique pour justement voilà, notre programme tel qu'il doit être fait. Donc tu corriges le problème, mais à 10, et cette fois-ci, alors je vais mettre en exécution normale, ça passe sans problème, vous voyez que ça marche, il n'y a pas de souci. Donc bien à retenir, j'insiste dessus, parce qu'il y a tellement de gens qui font l'erreur, c'est important de rappeler cette partie ici. Voilà, comme ça vous savez comment ça fonctionne pour les assertions, pas de problème. Passons maintenant aux erreurs d'exécution. Là, évidemment, ça va vous concerner un petit peu plus, tout ce qui va être lié, comme je l'ai dit, à l'exécution finale du programme. Donc l'utilisateur final va être concerné par ça. On va généralement s'en servir pour gérer certaines erreurs, parce que ça ne sont pas forcément des erreurs fatales, qui font par exemple que si une erreur survient, le programme doit être interrompu et ne peut pas continuer. Il y a parfois des erreurs, tout simplement par exemple d'une donnée pas valide, donc on va redemander à l'utilisateur de la saisir, ce genre de choses. Donc attention, une erreur n'est pas forcément synonyme de arrêt du programme définitif, erreur fatale. On peut avoir bien sûr une continuité du programme malgré une erreur. On appelle cela en Python des exceptions, donc on verra plus tard quand on abordera un peu plus la programmation orientée objet, qu'on parle ici, derrière tout ça se cache des classes, mais pour l'utiliser vous n'avez pas forcément besoin de savoir ce qu'est une classe pour le moment. Et ces exceptions, eh bien, il y en a plusieurs au niveau de Python, pour pouvoir, si vous voulez, identifier un petit peu tout ça, mais on va venir un petit peu là-dessus par la suite. Voyons un exemple de code très simple sur comment on peut gérer finalement tout ça. Je vais mettre un exemple de code. Par exemple, imaginez, alors s'il y a des gens parmi vous qui font du jeu de rôle, par exemple, vous connaissez les JDR, ce genre de choses, imaginons que nous avons une statistique pour notre personnage, donc notre personnage, avec un niveau de force, par exemple, qui serait ici initialisé ou choisi en tout cas à 100, et ensuite on veut appliquer un bonus. Donc plus tard dans le jeu, on imagine, voilà, il se passe des choses, ok, voilà, notre personnage vit des péripéties, et à un moment donné dans notre jeu, on veut appliquer un bonus, parce qu'il a gagné un niveau, parce qu'il a trouvé un objet qui lui permet d'obtenir un bonus de force. Donc je vais l'appeler juste bonus pour raccourcir un petit peu le code, mais je devrais mettre un nom normalement un peu plus explicite quand même. Et ici, je vais indiquer à l'utilisateur, par exemple, grâce à l'objet, mettons, appliquer un bonus. Appliquer quel bonus? Alors je vais pas mettre de test, il faut appliquer un bonus entre telle valeur et telle valeur, on n'est pas là pour ça, vous avez bien compris, c'est pas un exemple réel dans un vrai jeu, mais c'est pour vous montrer les exceptions et comment on va gérer des erreurs. Donc on laisse appliquer un bonus, on fait ceci, et ensuite, par la suite, on va appliquer le bonus au niveau de force. Donc on va augmenter la force en fait de notre personnage, et puis on n'a qu'à l'afficher à la fin, exemple. Voilà. Tant qu'à faire. On fait ça. Alors déjà, faisons une première exécution. Normalement, voilà, on va appliquer un bonus, par exemple de 15. On a ça. On voit qu'on a, vous voyez, une erreur qui se déclenche. Première chose, parce qu'on essaye effectivement d'additionner une valeur de type entière avec une valeur de chaîne. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, la fonction input, ici, traite les données de manière sous forme chaînée, sous de type chaîne. Donc ce qui est renvoyé ici est un string, une chaîne de caractères et non pas un entier. Donc on va devoir faire une petite conversion qu'on peut faire directement sur la même ligne ou après, peu importe, qui convertit par ça. Et là on pourrait dire c'est bon, on a géré ça, parce qu'on a converti la lecture de la donnée en entier. Donc c'est super, problème réglé, je mets 15, et vous voyez qu'effectivement la force est bien appliquée. Donc c'est super, c'est magique. Très bien. Et là nous avons un petit malin, évidemment, parce que c'est pour ça qu'on contrôle les données de l'utilisateur. Appliquer un bonus, et puis j'applique le bonus A. Et là, on se retrouve avec un problème parce que vous n'avez pas géré ce genre d'erreur. Alors, je ne prends pas cet exemple au hasard, déjà parce qu'il est simple,
c'est l'avantage aussi quand on fait un cours, mais aussi parce que c'est très courant que des gens, par exemple, utilisent cette fonction, font un appel à cette fonction, et ne gèrent jamais l'erreur. Ça part du principe que ce code ne peut jamais en fait amener d'erreur, il fonctionnera à tous les coups, sauf que non. Voilà, cette fonction, si vous voyez dans la documentation de Python, et je vous invite à utiliser la documentation systématiquement, il sera indiqué qu'il y a des cas où si la donnée ne peut pas être convertie en entier, bien sûr, parce que c'est une fonction qui fait une conversion, ça va lever, et on va voir ce que ça veut dire, donc déclencher une erreur, et comme je l'ai dit en Python, on appelle ça des exceptions, ça va déclencher une exception. Donc si vous ne traitez pas l'exception, que vous ne gérez pas l'erreur au niveau de votre programme, le programme est interrompu, donc là il n'y a pas de, vous voyez autre chose, hein, il ne m'a pas affiché le texte, quoi que ce soit, c'est, oh, pas de choix, là c'est interruption totale, arrêt du programme, terminé, fin de la blague. Nous, on va permettre de gérer ça, de faire en sorte de pouvoir gérer l'erreur, ce qui pourra déjà permettre de continuer le programme. Ça, c'est plutôt bien, ce que je voulais dire. Le fait ensuite de gérer une exception ne veut pas dire que le programme va être interrompu. Il pourrait continuer si on veut. Et surtout, de gérer ce qu'elle a, de se dire, non, en fait, c'est pas bon. On a quelque chose ici qui n'est pas correct du tout avec ce qu'on veut faire. Donc pour ça, on va gérer avec un certain nombre de mots-clés pour voir, si vous voulez, comment on peut faire ça. Mais avant, il faut que je vous montre un petit peu que Python propose pas mal de types d'exceptions, d'accord? Parce que vous imaginez bien, il y a des erreurs assez courantes en programmation. Par exemple, si vous faites un peu de mathématiques, vous savez qu'on ne peut pas faire de division par zéro, d'accord? Je ne parle pas d'un nombre imaginaire ou autre, de complexe, on parle de valeurs entières par exemple. Vous ne pouvez pas diviser par zéro. Par exemple, si vous mettez une mauvaise valeur, pareil, ça peut être une erreur de valeur. On peut avoir des erreurs, par exemple, liées à des ressources, des erreurs liées à l'exécution, des erreurs liées à un fichier qui n'a pas été ouvert ou qui n'est pas trouvé, donc une erreur d'entrée-sortie. Bref, il y a des erreurs qui sont tellement récurrentes en fait en programmation, en informatique, que Python a prévu des types d'erreurs, donc pareil des classes, mais on en parlera plus tard dans ce cours, qui permettent de retrouver comme ça des cas récurrents. Donc il en propose beaucoup. Justement, je vais vous montrer une petite image ici avec différentes classes d'exceptions, parce qu'on a beaucoup, donc j'avais trouvé ça, donc pas besoin de forcément refaire tout. Et vous avez comme ça un exemple complet un petit peu de tout ce qu'il y a. On a ici la base de tout. Tout le type d'erreur, c'est l'exception de base, donc le type qui a été créé par Python, qui est vraiment le type basique, et celui qui est intéressant même pour le développeur, c'est-à-dire celui qu'on va utiliser par la suite pour faire notamment de la dérivation, mais on en parlera aussi plus tard, c'est ce type-là. Et ensuite, on a plein de types. Ça, par exemple, le keyboard interrupt, c'est genre, lorsque vous faites ça, c'est très facile à déclencher, vous lancez votre programme, et dès que généralement il y a une saisie où votre programme est en cours d'exécution, vous faites un CTRL-C dans votre terminal, et hop, on a interrompu, le raccourci a envoyé un signal d'interruption pour quitter le programme, et vous voyez que ça produit le keyboard interrupt. Donc c'est un type d'exception. Donc on a plusieurs cas particuliers ici. Et après, beaucoup de choses dérivent ici de exception. Ici, là on a des avertissements, mais voilà. Et on a ensuite des erreurs d'entrée-sortie. Donc il y a beaucoup de types. Vous voyez, pour les erreurs d'index, par exemple, on verra plus tard dans une liste. Des erreurs, par exemple, sur des données qui sont dépréciées. Des erreurs liées, par exemple, à l'encodage. Bref, tiens, zero division error. Donc on a une petite erreur d'arithmétique, et notamment la division par zéro, ainsi de suite. Donc on en a beaucoup, et l'avantage, comme ça, vous n'avez pas besoin d'inventer ces types-là, gérer, puisque Python les gère. Et après, vous avez encore une fois, si vous voulez non précis, savoir comment les utiliser ou à quoi ça fait référence, c'est comme toujours, pareil, on ne l'invente pas, il faut aller chercher dans la documentation du langage, c'est fait pour ça. Donc voyons comment on peut adapter ça. Nous, l'exemple qui est intéressant, c'est un problème de valeur finalement. Donc on doit avoir quelque part un value error normalement, puisque c'est ça en fait que nous avons. C'est un problème de valeur, on demande une saisie à l'utilisateur, et la valeur qu'il a saisie n'est pas bonne parce qu'il faut qu'il saisisse un entier. Il ne peut pas saisir autre chose que ça n'a pas. Vous voyez d'ailleurs le search error est là. Donc on va ici utiliser ceci. On va adapter ce code et ajouter les nouveaux mots-clés par rapport justement à cette gestion d'exception. Donc qu'est-ce qui va changer? Bon là c'est le programme au départ, on imagine, il peut se passer pas mal de choses. Ok. C'est ça, la ligne, l'instruction qui est sensible, qui peut déclencher cette erreur. C'est elle qui va devoir être englobée dans un nouveau bloc de code qui est un bloc try. Try pour essayer, c'est-à-dire qu'on va tenter quelque chose, et si ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe pas bien, donc il y a une erreur déclenchée, on pourra faire en sorte de traiter cette erreur-là. On y va, donc c'est juste try, les deux points, donc c'est un bloc de code, comme un if, comme un while, etc., peu importe. On fait ça, et ensuite, dans le cas où une erreur se produirait, on a un bloc except, un diminutif de exception. Et là ensuite, par exemple, je peux indiquer, voilà, il y a eu un problème. Un petit message, pour montrer en tout cas, pour commencer ici. Et normalement, s'il n'y a pas eu de souci, le programme va se faire à la suite, vous voyez, on continue, ok, on peut voir ça comme ça. On exécute, je mets 15, d'accord, ça fait ça. Donc là,
on a la force de 15, très bien, ça s'est appliqué. Ici, je vais rentrer une bêtise, et là, vous voyez, hop, interruption d'irré. Alors, effectivement, on va pouvoir traiter l'erreur par la suite, parce que là, je vois qu'on a simplement bonus. Ah oui, bah, on n'a pas... effectivement, ici, je me dis, là, on a une autre erreur qui n'a rien à voir avec ce que je disais. Voilà, on change, problème de portée, donc je fais ceci, et là, voilà, vous voyez, ça affiche bien ça, et cette fois-ci, bah, le programme ne s'est pas interrompu, d'accord? Il y a bien une erreur, et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que si dans votre bloc try, une exception est levée, elle va ici être capturée par votre bloc except, et donc le code dans ce bloc va être exécuté. Et derrière, le programme continue. Vous voyez, là, le programme n'a pas été stoppé après l'erreur qui s'est produite, puisque nous avons traité cette erreur. Donc on indiquait qu'il y a un problème, bah tant pis, hein, la force elle n'a pas bougé, c'est toujours le même niveau de stats, mais le programme a continué, donc pour ça que je vous dis, parfois il n'y a pas forcément nécessité de se dire, ah bah attention, si le bonus n'a pas pu être appliqué, il faut absolument arrêter ça. Imaginez dans un jeu vidéo, vous voulez appliquer un bonus sur une arme, un équipement, n'importe quoi de votre personnage, bah si jamais ça s'applique pas, vous n'avez pas fait les choses bien, généralement vous avez un message d'erreur ou autre qui vous indique ça, puisque je rappelle, là on gère des erreurs à l'exécution, par exemple validation de données utilisateurs ou autre, là on est bien, c'est dans ce côté pertinent, on n'est pas dans la phase de développement, donc c'est bon. Et le jeu va pas s'arrêter, le jeu va pas se couper parce que mince, t'as voulu appliquer un bonus qui était pas bon, ou alors t'as pas assez de monnaie, ou t'as pas les bonnes ressources pour appliquer le bonus. Non, vous avez un petit message, et c'est pas grave, le jeu continue, la vie continue. Donc là, c'est exactement pareil. Alors ce qu'on peut faire, par exemple, là c'est indiqué bien sûr que la valeur est pas bonne, hein. Là le bonus est incorrect, donc on pourrait indiquer quelque chose de plus clair bien sûr, par rapport à ça. Donc on va voir un peu. Là, comme on veut capturer un certain type d'erreur, on l'a vu, hein, ça a déclenché une value error. D'accord? Ce int ici peut déclencher une value error. Donc c'est mieux quand même d'indiquer qu'on veut précisément capturer ça, pour savoir que c'est bien de cette erreur qu'il s'agit, et à laquelle on veut associer ce message d'erreur. Donc vous le mettez juste ici, value error, donc le nom du type de l'exception. Donc attention, respectez bien les majuscules et minuscules, hein, c'est des noms bien précis, évidemment. Et voilà. Parce que si jamais il se venait, par exemple, vous avez plus tard d'autres instructions qui peuvent déclencher d'autres types d'exceptions, eh bien vous pourrez cumuler. Vous pourrez très bien vous dire, bon, bah, s'il se produit une erreur de type OS error, par exemple, si j'ai une erreur d'entrée-sortie, voilà, je peux le traiter là. Et puis si j'ai autre chose ici, bon, un timer peut-être un peu bizarre ici, mais mettons, et ben on le traitera là. Et comme ça, en fonction, eh bien, il va y avoir un gestionnaire qui va être de l'exception qui va pouvoir être exécuté en fonction de qui peut se déclencher. D'accord? Donc c'est l'erreur qui se produit, évidemment, hop, on va basculer dans le bloc except, après continue le programme. Il ne va pas commencer à tout faire non plus. D'accord? Si par contre vous voulez traiter une erreur ou plusieurs types d'erreurs de la même manière, mettons, bon, ce serait bizarre, mais mettons si on voulait traiter ce type d'erreur-là et ce type d'erreur-là en affichant ce message, ce qui dans un cas réel n'aurait pas de sens, mais c'est pour vous montrer la syntaxe, vous pouvez cumuler en mettant ici un enuplay, donc entre parenthèses séparé par des virgules, et vous faites comme ceci. Pour dire que si c'est ce type d'exception qui est levé, ou ce type d'exception, alors tu exécutes ce qu'il y a dans ce bloc de code except. Vous pouvez faire ça comme ça. Donc il y a plein de possibilités, hein. On peut comme ça cumuler les choses, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme ça vous voyez un petit peu au niveau de la syntaxe que ça peut donner. Donc c'est au moins bien pratique, on va dire, pour ça. On peut aussi passer par une variable, donc je vais remettre l'exemple un plus cohérent ici. Si par exemple je veux afficher directement le message, alors moi c'est un message que j'affiche de moi-même, en réalité vous avez vu l'exception, par défaut, elle levait un message, d'accord? Ça levait quelque chose. Donc ça on peut le récupérer dans une variable ici avec has. Et après bah, vous pouvez afficher bêtement ici, afficher même le type d'erreur si vous voulez. Donc là si je fais ça, je mets par exemple ça, hop, ouais, ça m'affiche le message là. Donc ça, bon, si c'est par exemple pour un joueur, vous lui affichez ça, c'est pas très pertinent hein, pour lui, mais vous lui affichez un message humain, plus humain, on va dire humainement lisible, en disant voilà, parce que ta saisie n'est pas correcte ou autre, bref. Mais après, voilà, si on va afficher des erreurs un peu plus techniques, évidemment, on pourrait faire ça comme ça. Et vous voyez là, ça vous affiche de quelle classe c'est, donc value error. On peut afficher pas mal de choses de cette manière aussi. Comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe. Petite habitude, si vous vouliez capturer l'exception, donc c'est on va dire la version basique, hein, parce qu'on fait rarement, on n'utilise pas base exception comme je vous l'ai montré là. Généralement, on considère que à l'usage, hein, la plus haute la plus haute classe, ça va être celle-ci, d'accord, d'origine, qu'on a en tout cas pour cette partie. Et bien généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comment dire, transférer la gestion la capture de l'exception en amont, par exemple à la partie appelante. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a un code, par exemple, qui est appelé celui-ci, hein, genre un module, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Et donc on va dire, bah non, on ne gère pas ça ici, mais on renvoie la gestion de l'erreur en amont, donc plus haut.
voilà, la hiérarchie, donc par honte, et on peut faire ainsi de suite, comme ça, et renvoyer vers le haut. On va le voir comme ça après avec un petit nouveau mot-clé. Mais avant, je vais vous montrer deux petites autres syntaxes avec ça avant de voir ce qu'on peut faire. Donc justement, on peut compléter avec ça. Le block try, il n'y en a qu'un seul, d'accord? C'est le minimum qu'il faut. Le accept, il en faut minimum un, sinon bah, vous capturez rien, donc ça sert à rien. Mais vous avez vu que vous pouvez en avoir plusieurs, et vous pouvez cumuler le nombre de types d'erreurs avec un nuplay, comme je vous l'ai montré jusqu'avant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de se dire, bon bah ce code, par exemple, il doit être appliqué que dans le cas où il n'y a pas eu, d'accord, d'exception. Parce que là, on va essayer de faire ça. Donc là, c'est-à-dire que dans tous les cas, on va faire ce calcul de 100 plus 0. S'il y a une erreur, c'est un peu dommage, on est en train d'exécuter une instruction pour rien. Donc on peut se dire, ça on doit l'exécuter si dans le block try, il n'y a pas eu d'erreur, d'accord, qui ont été déclenchées, il n'y a pas eu d'exception, on le fait. Donc pour ça, on peut utiliser ici un else. Donc il faut le mettre à la fin de votre except ou de vos blocs except, donc c'est tout à la fin. Et ensuite, va vous indiquer ce qui est mis dans cette partie. Donc ceci, bon ça je l'affiche dans tous les cas, parce qu'après tout, hein, voilà, le niveau de force on peut l'afficher. On peut très bien l'afficher genre même avant, après, comme ceci. Et comme ça, là, j'exécute mon programme. Bon, je mets un bonus valide. Oui, très bien. C'était à 100, on passe à 115. Je fais une bêtise ici. Ça ne bouge pas, ça s'affichait qu'une fois. Donc ici. Et voilà, on a une erreur. D'ailleurs, ouais, le message, on s'en fiche un peu. Je vais mettre bonus incompatible avec votre statistique de force. Voilà, ce sera quand même un peu mieux. D'accord? On peut faire ce genre de choses-là. Enfin, comme autre mot-clé, on peut retrouver justement aussi un bloc de code à exécuter dans tous les cas, qu'il y ait eu des exceptions déclenchées ou pas. Alors ça, on l'utilise généralement en concret, hein, quand on veut par exemple libérer des ressources, vous voyez, par exemple, genre fermer une connexion à une base de données, fermer un fichier, ce genre de choses. Moi, bon, je ne vais pas vous montrer le genre d'exemple là, mais on pourrait le faire. Et ce bloc, c'est un finally. Donc par exemple, là, bah, moi, dans ce que j'ai mis ça, le petit affichage. On peut considérer que de toute façon, on l'affiche dans tous les cas. Et après, bon, bah, si on a des choses à faire à la suite, hein, on le fait ici au niveau du code, pas de problème. Mais comme ça fait partie des choses qu'on va afficher dans tous les scénarios possibles, qu'il y ait eu ici une erreur ou pas, eh bien, on peut le mettre dans ce bloc finally. Donc pareil, il n'y en a qu'un seul et il se met à la toute fin. Donc vous voyez, ça c'est le maximum que vous pouvez faire ici. Et bien sûr, les except, hein, comme j'ai dit, vous pouvez en avoir plusieurs. Les blocs except, les uns en dessous des autres. Mais un bloc try jusqu'à un bloc else et jusqu'à un bloc finally dans tous les cas. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe en termes de syntaxe. Donc très simple, il n'y a vraiment pas de complications par rapport à ça. Bien, on a vu ça. Ce que vous verrez par la suite, on n'a pas encore abordé encore une fois les classes, les objets, etc. Mais bien sûr, par la suite, vous pourrez créer vos propres types d'exceptions. Si vous faites un jeu, une application, un site web ou autre, vous pourriez peut-être avoir besoin de créer un certain type d'exception qui n'existe pas nativement en Python, d'accord, qui ne couvre pas forcément votre exemple, votre besoin précis. Donc vous pourrez créer un type à vous, voilà, de n'importe quoi. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez travailler avec ça. Forcément, si on peut gérer et capturer les exceptions, donc les erreurs qui ont été déclenchées, qui ont été levées par Python, vous pouvez aussi en tant que développeur lever et déclencher manuellement une exception. Donc d'écrire un code et puis d'estimer que bah, voilà, s'il y a un moindre problème, pas bon. On pourrait très bien se dire, bon, on fait un bonus, par exemple ceci, ok, donc je laisse ça tel quel, et puis de considérer bah, après ce qu'on a fait là. Voilà, donc si ça s'est bien passé, on a bien sûr changé ça. Alors je vais même dans le faire avec finally, même en fait, hein, parce que considérer que dans tous les cas de figure, et je peux me dire, bah, si le niveau de force de mon personnage a dépassé, admettons, les 200, vous êtes un développeur de jeu et vous considérez qu'un personnage ne peut pas dépasser 200 force, sinon bon, après, voilà, il est beaucoup trop fort et ce n'est plus juste pour les autres joueurs, et bien dans ce cas-là, on lève une exception. Voilà. Donc c'est le mot-clé raise, suivi du type de l'exception, donc soit un type qui existe, un natif, soit un type que vous pourrez créer vous-même par la suite, comme on le verra dans les vidéos futures. Et entre parenthèses, éventuellement, vous pouvez passer, donc bien sûr, c'est quand même mieux, votre message, en disant voilà, niveau maximum de force atteint. Par exemple, faire ce genre de choses-là. Et après, on pourrait très bien se dire, bon, bah, on ramène, parce que là, vous voyez, c'est si ça a dépassé, on pourrait très bien se dire, on lui ramène à 200 son niveau. Voilà, ok, pour amener ça, mais le problème, c'est que là, voilà, donc ce qu'on fait, il y a une exception qui est déclenchée, on le met avant, comme ça, on remet ça dans cette partie, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, ici, au niveau du raise, pareil, ça a posé problème, donc au niveau de ce qu'on a, donc on va plutôt le mettre ici, puisqu'on a une exception qui est déclenchée. Donc à moins après de la gérer à nouveau, mais forcément ça va pas. Donc je vais relancer mon programme. Ok, à nouveau je fais ça. Bon, il y a un problème, ça va pas.
je fais ceci, appliquer quel... Alors par contre, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bah oui, on peut le faire, oui. Laisser. C'est pas grave, de toute façon, pour la suite. J'applique un bonus qui valide, peut-être pas non plus, comme ceci. Le problème, c'est qu'il m'affiche plus du tout. Il faudrait que je lui mette... Voilà, on va le laisser ici, hein, histoire qu'on le voie. Donc on y va, on refait. Voilà, je mets ça, pas bon. Je mets ceci, c'est bon. Et là, je dépasse un peu. Et forcément, value error, niveau maximum de force atteint. Mais la valeur a été mise à 200 par rapport à ma petite affectation. Donc si je pourrais très bien le gérer encore ailleurs, donc en mettant un try. Donc ça, très pratique. Hein. Vous pourrez se demander, mais à quoi ça sert de déclencher le même une erreur? Bah, vous l'avez vu, pour n'importe quoi, vous écrivez un algorithme en particulier. Et bien si ça peut amener à une erreur possible à l'exécution, ou une erreur liée à la validation de données ou la gestion de ressources, vous déclenchez vous-même ça, et c'est bon. L'avantage aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, quand on utilise ce type-là qui est très global, vous voyez, une exception, c'est trop vague. Est-ce que c'est une erreur arithmétique? Est-ce que c'est une erreur sur l'exécution? Est-ce que c'est une erreur de fichier? Est-ce que c'est une erreur sur une valeur? Est-ce que c'est une erreur sur un index? Un indice, pardon. C'est forcément trop vague. Donc généralement, ce qu'on fait, ça c'est plus par habitude, hein, par bonne habitude même qu'autre chose, c'est de se dire, bon bah on a ça, d'accord? Donc on a une exception comme ça, on va dire, globale qui s'est déclenchée. Bon, éventuellement, on peut afficher des erreurs ou quoi, hein. On peut très bien s'amuser à afficher voilà, des informations par rapport à ça, pour avoir des informations à journaliser dans les logs, etc. Et ensuite, on redéclenche une exception, d'accord? On redéclenche en fait, donc je mets juste raise, c'est-à-dire que là je précise pas de message ou quoi, et ça va être en amont. Comme ça, encore une fois, si ce code a été appelé en amont par un autre fichier, un autre module, peu importe, eh bien ce sera la partie en amont de gérer cette exception. Parce qu'ici, nous, elle est trop globale, donc déjà ça évite de masquer éventuellement des erreurs qui auraient pu se produire, et qu'elles soient capturées effectivement là où il faut et de manière pertinente. D'accord? Parce que l'on considère c'est trop global, donc nous on gère pas ça ici, donc c'est peut-être qu'en amont, il y a une exception un peu plus, vous voyez, qui sera un peu plus spécialisée. Parce que ça veut dire que, en fait, ça peut être absolument un de ces sous-types d'exception. Donc peut-être qu'ailleurs, il y a un except memory error, vous voyez, et donc à ce moment-là, ça pourra bien être capturé parce qu'on a renvoyé l'exception ailleurs. C'est ça que je veux dire, mais comme on n'a pas encore parlé d'héritage, etc., avec les objets et la programmation objet, je ne peux pas trop rentrer dans le détail à ce stade. Et de toute façon, c'est pas grave, parce qu'on verra ça plus tard, et ça ne nous concerne pas là précisément au niveau de l'écriture, de la gestion d'exceptions en Python. J'espère que j'aurai été suffisamment clair en tout cas cette partie. J'ai bien détaillé, comme vous voyez aussi, par rapport à tout ça. Surtout pour les gens, si vous aviez vu l'ancienne version du cours Python, hein, c'est bien que je fasse remarquer, vous avez généralement beaucoup plus de choses sur la nouvelle version, en tout cas cette version actuelle. Donc c'est le but aussi. Donc j'ai bien pris le temps comme ça de vous détailler un peu tout ça. Et normalement à ce stade maintenant, vous savez faire la différence entre l'étape et la phase de développement, donc débogage et l'utilisation d'assertion, et la phase, donc le mode en production, donc l'exécution finale avec la validation de données utilisateurs, la gestion de ressources, etc. Et l'utilisation cette fois-ci d'exception. Comme ça on a vu quelques mots-clés, donc je rappelle rapidement les mots-clés, try, except, à nouveau le else, le finally pour les assertions. Vous avez vu le assert, avec bien sûr plein de types d'exceptions, mais ça, pas besoin, c'est pas des choses à retenir non plus, etc. C'est en fonction de ce que vous avez besoin, puisque tout est documenté, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Avant de terminer, comme d'habitude, voyons quelques petits exemples de code dans Pandas, bien sûr, des exemples concrets d'utilisation de tout ça que je vous ai préparé. Donc là, on a par exemple dans ce fichier une petite assertion qui est faite ici. Vous voyez, donc vérifier par exemple qu'une variable ne vaut pas known. Donc ça, c'est une vérification d'assertion qu'on fait très souvent, voilà, pour éviter d'avoir une donnée qui est vide, tout simplement, puisque visiblement, il y a plein de tests qui sont faits. Et en plus, ce qui tombe bien, vous voyez, très bon exemple, c'est que vous avez ici des exceptions qui sont déclenchées. Voilà, value error avec un petit message, comme là. Donc même là, on en voit une un petit peu en haut qui a été masquée. Donc vous avez comme ça un très bon exemple réel et concret de leur usage. Autre cas ici d'assertion, donc là, vérifier qu'une valeur vaut 1. Ok. Ici, vérifier que une donnée est du type index type. Voilà, donc on a ça. Et ensuite, je crois que j'avais pris des cas justes avec les blocs try catch, tout ça. Donc la petit bloc try, visiblement, on importe quelque chose. Alors, bon, généralement, c'est préférable d'importer les modules toujours en haut des fichiers, mais parfois, il faut le faire à ce stade, donc c'est fait ici. Sinon, on voit qu'on a un type qui est module non trouvé. Voilà.
c'est un type d'exception qui existe en Python nativement. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, c'est peut-être même pas, j'ai un doute. Peut-être que oui, mais voilà, j'ai un doute. Mais bon, peu importe, soit c'est de toute façon un type natif, soit c'est un type qui a été créé par les développeurs de Pandas, peu importe. Et ensuite, vous voyez qui gère ça. Donc après un return, pareil, en fonction. Donc là, bah, vous avez bien compris hein, que c'est comme pour les fonctions. Si on fait un return ici, forcément celui-ci ne va pas être exécuté, puisqu'on aura quitté la fonction, ça paraît logique. Et ensuite, on a à nouveau un block try. On fait un return quelque chose ou de vérification avec une fonction, et sinon, on renvoie autre chose. Ok, autre exemple. Donc là, on a pareil, une petite condition qui est faite. Ensuite, on teste. Alors ça, c'est des générateurs. Hein, c'est une histoire de générateur. Évidemment, on n'a pas vu ça pour le moment. Petit finally avec une condition. Voilà, une exception ici qui est levée. Et voilà, comme ça, vous avez quelques petits exemples. Et de toute façon, vous pouvez toujours, même si je vous montre pas mal d'exemples, vous pouvez toujours aller voir le code source de Pandas ou le code source de n'importe quelle autre application écrite en Python et vous trouverez plein d'exemples d'utilisation des exceptions. Vous voyez qu'absolument, c'est absolument nécessaire, on ne peut donc pas s'en passer pour vérifier un petit peu tout ça et gérer les erreurs. Si je peux terminer par contre, autre point, parce que ça je pense que c'est bien de le dire, surtout pour les gens parmi vous qui sont débutants, hein, qui apprennent, ne gérez pas des erreurs pour gérer des erreurs. Je sais que il peut y avoir certains enseignants, certaines personnes qui, voilà, qui enseignent, etc., qui diront qu'il faut toujours gérer les erreurs systématiquement. Je sais que c'est beaucoup la philosophie en Java, par exemple. En Java, on vous dit vraiment il faut voilà, tout gérer avec des exceptions tout le temps, pour tout. Moi, je suis plus, comment dire, je suis un peu plus flexible là-dessus en me disant un peu plus souple dans l'idée de gérer une erreur. Si vous capturez, par exemple, hein, comme là, par exemple, vous capturez une exception pour rien faire, bah, j'estime que ça sert à rien, en fait. Mieux vaut que le programme plante, d'accord, s'il y a une erreur qui n'a pas été capturée, vous aurez un message d'erreur, ça pourra en plus être suivi, analysé, etc. pour du débogage ou pour voilà, changer des choses au niveau de l'exécution. Ce sera clair, on aura le message un noir sur blanc ou blanc sur noir, plutôt que de se dire je capture une exception pour par exemple mettre un print, voilà. Enfin, si je fais ce genre de choses par exemple, enfin, honnêtement, ça ne sert à rien. Voilà. En plus, vous allez continuer l'exécution du programme, donc vous allez potentiellement masquer la présence de quelque chose, d'un problème qu'il y a eu. Donc, capturer et gérer des exceptions si vous devez faire quelque chose. Si ça amène à corriger le problème, à indiquer à l'utilisateur que ce qu'il a fait n'est pas correct et qu'il peut recommencer, donc par exemple passer par une boucle hein, pour répéter ça. Ça, on devrait hein, notamment le faire comme ça, de dire bah, tant que la saisie ici elle n'est pas correcte, eh bien on répète en fait des instructions. Parce que si c'est qu'une fois le programme s'arrête, c'est un peu dommage. Ou alors on va continuer en n'ayant pas les informations. Donc on peut lui répéter d'appliquer le bonus jusqu'à avoir un bon bonus ou autre. Donc faites les choses de manière logique et cohérente. D'accord? Si vous capturez une exception, c'est parce que vous pouvez en tant que développeur faire quelque chose à ce stade et que c'est pertinent de le faire. Sinon, mieux vaut laisser tel quel l'exception levée, que ça interrompe le programme et que ça ne masque pas forcément de potentielle erreur. Mais après, encore une fois, ça c'est mon avis, c'est ce que je vous recommande. Après, en tant que développeur et surtout avec l'expérience que vous allez acquérir, vous ferez bien comme vous voulez. C'est vous que ça regardera si vous avez envie de faire comme ça ou autrement. Peu importe, c'est bien vous qui serez concerné directement. Bien, on s'arrête avec ça. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet pour parler justement de tout ce qui était gestion des erreurs en Python. Voilà, vous avez comme ça en Python, vous avez un petit peu tous les mots-clés qu'on a vus. S'il y a des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite hein, pour la suite. On va continuer comme ça, on avance bien là sur tous ces concepts-là. Donc on continue, hein, voilà, Python là-dessus. Et puis on va de toute façon par la suite aussi assez vite hein, aborder tout le chapitre hein, sur la programmation orientée objet et toutes les notions bien sûr autour de ce paradigme. À bientôt.